Le podcast Vibe avec ton enfant intérieur est sponsorisé par Meizo. Je suis hyper contente d'avoir ce premier sponsor sur ce podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Meizo, en fait, c'est un centre de flottaison, de soins et d'introspection qui est unique en Europe. Ils ont 3 centres, un à Paris, Barbès, un autre à Lyon et un autre à Paris, Olympiade. Et c'est une expérience sensorielle unique. Vraiment, en gros, c'est, imagine-toi, un environnement où plus rien n'a de gravité, dans tous les sens du terme. Tu vas être invité dans une espèce de capsule qu'ils ont créée eux-mêmes et dans cette capsule se trouve un bassin d'isolation sensorielle. Tu vas t'y mettre nu ou en maillot de bain si tu le souhaites et l'idée pour toi est de flotter dans une eau qui est chargée en sel de magnésium. C'est assez incroyable parce qu'en fait tu ne vas plus avoir aucune sensation de ton corps et ça va te permettre de faire le vide, de te libérer des tensions mentales, musculaires. Ça va être également sûrement l'opportunité pour toi de partir en introspection, à la découverte de tes mondes intérieurs, de ton inconscient, de ton imaginaire. C'est idéal également d'aller flotter si tu as envie de résoudre des problèmes ou trouver de nouvelles idées dans un environnement qui est vraiment propice à la réflexion. Et of course, il y a des bienfaits physiques, des bienfaits qui sont liés à la méditation, à l'isolation sensorielle et à la flottaison dans le sel de magnésium. Meizo, c'est une expérience que je recommande à toutes les personnes qui sont ouvertes aux expériences un peu différentes, transformatrices. Si tu as besoin de te ressourcer et de n'avoir aucune stimulation extérieure, je parle souvent sur Instagram des différents types de repos, typiquement Meizo, c'est un moyen pour toi d'activer ou d'aller nourrir un repos sensoriel et bien d'autres repos si tu arrives à faire ce lâcher prise. Donc, si tu as envie d'expérimenter la flottaison et l'isolation sensorielle via Meizo, tu es au bon endroit. Parce que grâce à ce partenariat, tu as la possibilité d'expérimenter une séance découverte à 49 € au lieu de 65 €. Franchement, c'est trop stylé, je suis trop contente de pouvoir te proposer ça. C'est vraiment une expérience à vivre. Merci infiniment Meizo pour ce partenariat. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que tu vas en profiter. Et maintenant que la page pub est passée, on retourne à l'épisode. Hello à tous et bienvenue à tous et à toutes bien sûr et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Et comme tu le sais, on interviewe des gens qui sont incroyables et qui vont nous parler de leur enfant intérieur. On interviewe des artistes, des professionnels de la santé mentale, des coachs, des personnes comme toi et moi finalement, parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait de reconnecter avec son enfant intérieur. Et qui de mieux pour aborder ce sujet qu'une artiste incroyable que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment physiquement cet été parce qu'elle m'a invitée dans son atelier incroyable et on a passé trop un bon moment ensemble. Et donc c'est Sally. Et je vais même pas faire d'introduction, je vais laisser Sally se présenter. Sally, déjà bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Merci Valérie, merci de m'avoir invitée, je suis honorée. Avec grand plaisir. Et Sally, du coup, est-ce que tu peux répondre à cette première question? Qui es-tu en ce moment? Alors je suis Sally et j'ai récemment, eu l'impression, d'être l'adulte que j'ai toujours rêvé d'être. Donc Oh. j'ai 33 ans, bientôt 34, très à l'aise avec ça. Artiste peintre plasticienne et très à l'aise avec ça. À côté de ça, je suis chargée de communication pour une collectivité territoriale, très à l'aise aussi avec ça et aussi maman, d'une petite fille, hyper cool et sympa. C'est top, c'est top. Alors tu as commencé hyper fort en disant: «Je suis la» tu as dit quoi? «Je suis l'adulte que j'aurais voulu». Que j'ai toujours voulu être en fait, que l'adulte dont j'ai rêvé quand j'étais enfant, je pense. C'est un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps et je me suis dit: «Je vais le dire, dans le podcast». Donc voilà. J'adore. Comment tu t'es rendu compte de ça, que tu étais l'adulte, que En fait, j'ai tendance, et c'est un truc pour lequel j'essaye de me «soigner» entre guillemets, j'ai tendance à être souvent dans une espèce de projection systématique, mmh toujours à regarder un peu, dans le futur, planifier en fait un peu les choses dans le futur. J'ai conscience quand même que le présent il est là et qu'il faut avancer, mais je pense que j'en prends pas bien la mesure. Donc je suis toujours dans une espèce de fuite en avant comme ça et à un moment je me suis dit, j'ai plus vraiment grand-chose à vraiment planifier comme ça sur ma vie, à part mmh. continuer en tout cas à m'épanouir dans ce dans quoi je suis bien
Et je me suis dit: «Ben, c'est peut-être parce qu'en fait, tu as réussi à créer le schéma de vie que tu imaginais quand tu étais enfant, en fait». Waouh! Putain, c'est puissant, hein? Donc il y a plus qu'à entretenir tout ça et Ouais. à peut-être écouter l'adulte que j'ai été, il y a 10 ans, 15 ans Mmh. et essayer de voir si je suis raccord aussi avec cet adulte. Mais en tout cas, ce qui concerne l'enfant, je crois qu'on y est. Ouais, Donc en fait, c'est marrant, c'est que donc tu as fait le travail sur l'enfant intérieur et maintenant tu vas aller dans des versions de toi qui sont plus âgées, c'est-à-dire l'ado et cetera, pour voir si c'est c'est ça. tout le monde est raccord? Ouais, c'est ça et je pense que j'ai dû probablement faire ça un peu dans le désordre, Mmh. ces dernières années, peut-être m'occuper de l'ado et ce genre de choses. Mais depuis quelque temps et c'est sûrement pour ça qu'on s'est rencontrés en tout cas, Mmh. j'ai oui, depuis un peu moins d'un an, décidé de me pencher plus sur l'enfant intérieur, clairement. Ouais. Que ce soit au niveau artistique, donc au niveau de ma créativité, au niveau pédagogique aussi dans ma volonté de transmettre aux autres, l'art Mmh. et puis je pense aussi dans ma manière de me soigner et d'avancer dans ma vie en tant que femme, en tant que femme noire et en tant que maman aussi. Mmh. Justement, tu parles de son enfant intérieur. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette version de toi? Elle s'appelle comment? Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses délires? Bah, je crois qu'elle s'appelle Sally parce que depuis très tôt, on m'a surnommée comme ça parce que sinon je m'appelle Salimatou Mmh. et en fait, donc elle a le même nom, en termes d'âge, je pense qu'elle se situe peut-être entre 6 et 8 ans, donc vraiment l'âge, un peu, d'insouciance, un Mmh. peu casse-cou, un peu, mais justement assez lucide aussi pour comprendre les choses et pour se challenger. C'est quelqu'un de très, 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 très sensible. Mmh. Donc c'est un point fort parce que ça permet l'empathie, mais c'est un fardeau aussi parce que bah, on absorbe tout en fait, on est une éponge, et je m'en rends compte encore aujourd'hui que, voilà, il y a une grosse sensibilité comme ça. Il y a l'audace, hein, Mmh. d'un enfant comme ça entre 6 et 8 ans, l'audace d'oser faire les choses en tout cas, de ne pas trop écouter ses peurs. Et puis, il y a ce côté aussi où, bah, à cet âge-là, tu es aussi encore très attaché à ton cercle familial, les figures parentales comme ça, les figures d'attachement et je me rends compte encore que je suis très attachée, au socle familial, à mes parents, et ouais, puis sûrement aussi une enfant très créative et qui a envie de créer sans se poser beaucoup trop de questions. Voilà mon enfant intérieur. C'est marrant parce qu'en fait, tu me décris juste toi, là. C'est ouf! Conclusion et là, C'est on ça a que tu fini le dit et on a podcast. fini le Je n'ai podcast. pas Merci grandi. beaucoup. À la semaine prochaine. J'adore. Je n'ai pas grandi. Mais Ouais. tu vois, ce truc, de femme-enfant et tout, j'ai toujours assumé, tu vois? Mmh. Je l'ai toujours assumé. Enfin, quand, tout le monde est peut-être un peu guindé, un peu, bien assis tout droit, bah, moi, j'ai jamais été trop comme ça, j'aime bien un peu me marrer, un peu quand il y a des marmots dans un espace, de plus me tourner vers eux Mmh. que d'être avec les adultes. J'aime le fait d'être adulte et j'aime ma vie d'adulte et j'aime vieillir. Mais ce côté un peu enfantin, insoucieux, insouciant, enjoué, tout ça, je l'ai toujours et je pense que ça fait partie de moi. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, je te vois pas particulièrement comme une femme enfant. Enfin, Mmh. je te verrais plus comme genre, ouais, un peu un ange, tu vois? Il y a un côté un peu Voilà. angélique, un côté non, c'est vrai, je Mon te jure. ego n'a pas besoin de ça. Non, Margot, je te jure. En fait, je parlais avec, c'est Alice, c'est ça? Tu sais, Heu celle qui fait ta pote qui fait du pointillisme? Malice, Malice. ouais. Et je sais plus pourquoi on a échangé sur Instagram et elle me et je lui dis: «Ah, je parlais de toi avec Sally et tout la dernière fois, machin», et pareil, elle m'a dit: «Non mais Sally», je sais pas ce qu'elle m'a écrit sur toi, mais en tout cas, very, very good vibe, et j'étais assez d'accord. Il y avait un côté un peu angélique et cetera, donc c'est marrant quand tu me dis que tu as un côté femme-enfant, en fait, et en même temps, oui, ça a du sens, mais c'est pas la première Chose, ouais. énergie que je vois de toi, tu vois? Ouais, après, peut-être parce que là, je suis à l'intérieur aussi et que je vois aussi mes parts sombres, je vois aussi ce que je considère comme des traits Mmh. disgracieux, qui fait que je ne me considère pas comme quelqu'un qui renvoie, enfin, un côté un peu angélique. Je sais que je renvoie beaucoup de sérénité, même si à Ouais, l'intérieur c'est de moi, c'est la ça. guerre, Mmh. mais je peut-être que je sais que voilà, en vrai, ça me touche beaucoup, ça me met aussi un peu mal à l'aise évidemment. Ouais, pardon, il faut Peut-être que c'est m'excuser. un truc, qui revient un peu de la part d'autres personnes à l'extérieur. Ouais. Donc en tout cas,
je pense qu'on nous a très vite forcés à faire taire nos enfants intérieurs, Ouais. même quand on était enfant et devenir adulte, c'était aussi de le réfréner et je crois que moi, je suis allée à l'encontre de ça, mais sûrement parce que en fait, j'avais l'impression de pas pouvoir faire autrement, Mmh. donc Du c'est coup, peut-être comment est-ce que tu as fait du coup pour ne pas te laisser, entre guillemets «piéger» par la posture d'adulte? Tu sais, genre voilà, ça c'est l'adulte, maintenant tu n'as plus le droit d'avoir des émotions, de rire, de machin, de trucs. Comment bah, tu as fait? je crois que, bah, déjà, ça me faisait pas rêver comme ça, tu vois, le fait d'être adulte parce que, enfin, jusqu'à un certain âge, en tout cas, ça me faisait pas rêver le fait d'être adulte parce que, je pense que ce qu'on nous renvoie de l'image d'un adulte, c'est quelqu'un, d'aigri ou quelqu'un de très soucieux. Mmh. Après moi, même si mes parents, ils ont quand même renvoyé une belle image de la parentalité, leur situation sociale a fait que et économique a fait qu'ils ont pas eu à choisir ils ont pas eu le choix de choisir ce qu'ils voulaient faire, déjà de Mmh. leur, vie professionnelle, que, étant de classe, moyenne, mais le bas de la moyenne, Mmh. ils ont, beaucoup de tracas, économiques. En tout cas, ils ont dû créer enfin, gérer et dealer avec des frustrations Mmh. aussi. Donc puis il y a l'inquiétude d'être un parent aussi. Donc j'ai des parents très, ils sont protecteurs. Donc ça m'a apporté des choses et dans un sens positif et en même temps, ça m'a servi de de leçon aussi. Donc je les ai vus inquiets pour moi, inquiets, pour, leur avenir économique, frustrés parfois par rapport au travail, aux injustices qu'ils ont pu subir aussi étant issus de l'immigration et puis peut-être aussi qu'autour, les voisins, les autres adultes, comme ça, me faisaient pas rêver. Les seuls adultes qui me faisaient peut-être rêver, c'était des gens qui venaient de séries, de fiction, Mmh. ou des grandes stars ou ce genre de choses. Donc j'y allais à reculons vers l'âge Ouais. adulte, et puis après, bah, quand moi-même je suis devenue adulte, en fait, j'ai vraiment, comme je disais, pas l'impression d'avoir eu le choix de devoir m'exprimer telle que j'étais parce que sinon ça gangrénait à l'intérieur et puis, ça créait comme ça une espèce de mal-être que j'étais pas capable de décrire et que j'étais pas capable de soigner, de guérir et donc en fait, le mieux, c'était de laisser aller. Donc laisser aller Mmh. ma créativité, laisser aller, mon envie, mon besoin d'explorer, de rencontrer des gens, de vivre des expériences et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était comme ça que j'étais bien. Quand je Mmh. m'écoutais moi et je me suis dit: «Bah, si je dois tirer au moins un avantage d'être adulte, c'est dans le fait de m'écouter et de ne pas avoir à demander l'autorisation de qui que ce soit». Mmh. Ça, c'est tout un chemin et tout un travail et du coup, à partir de quel âge tu t'es considéré comme un adulte? Est-ce que tu as un souvenir de dire: «Ah putain, bon là, ça y est». Même si j'entends tout ce que tu as dit là, Mmh. mais là, OK, là, en fait, ça y est, j'ai shifté. Je suis un adulte, je suis une adulte. Il y a eu 2 étapes. Je dirais Mmh. qu'à ma vingtaine, où là, c'était, full liberty. Je m'étais battue les années avant pour Mmh. obtenir mon «indépendance» entre guillemets. Donc 20 ans, comme ça, un premier cap. Donc, je suis adulte, je mesure, mon champ comme ça de liberté, de choix, d'orientation, de métier, puis là, j'étais beaucoup plus installée dans mes études, dans mon job, à côté, et puis après, je dirais à 30 ans, Mmh. pendant ma grossesse où là, je me dis: ça y est, je peux rêver, je suis vraiment une adulte, c'est comme je veux, c'est comme je sens». Entre ma grossesse et la naissance de ma fille, où là, vraiment, je me suis dit: «OK, là, tu es en train de passer un autre cap, où tu es en train de devenir, tu es en train de devenir, ouais, une adulte». Mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette connexion avec ton enfant intérieur sur, ton rôle de maman? Je pense que ça m'a appris à me rendre compte, enfin, je le savais déjà, mais ça m'a appris à me rendre compte que j'étais quand même très blessée Mmh. et que si je voulais, parce que ça, c'est un goal ultime de vraiment offrir une éducation saine, sans faire de projection, sans faire de transfert, sans partager mes craintes à mon enfant, il fallait que je deal ce que j'avais à dealer avec moi-même. Mmh. Je dirais que ce que ça m'a appris à me regarder en face. Ça m'a appris à enfin, vraiment regarder mon enfant intérieur et à prendre soin de lui, mais en vrai, 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 pour de vrai, pas pour de faux. Mmh. Et du coup, ça voulait dire quoi, prendre soin de ton enfant intérieur pour de vrai, 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 pas pour de faux? De me regarder, telle que j'étais, donc de vraiment de mettre le doigt, sur les blessures, de les verbaliser, de les écrire, de les comprendre et de ne pas les fuir parce que
C'est facile ça de se dire: «Ah oui, j'ai tel trauma ou telle blessure d'enfance, mais c'est bon next, ça sert à rien d'y penser, il faut avancer». Mais juste de décortiquer jusqu'au bout. Après, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et de vraiment prendre le temps de bien reconstituer un peu le passé, le background, le pourquoi du comment, pourquoi je l'ai ressenti comme ça, sans jugement. Mmh. Et puis, et en fait, mine de rien, rien que ça, c'est une guérison parce que Mmh. tu regardes et tu reconnais et tu comprends. Et ensuite, bah, ça m'a permis de décrypter certains mécanismes chez moi, tu vois? De dire: «Ah bah tiens, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à vouloir m'entourer, entre 20 et 25, même 26-27, à vouloir m'entourer, pas coûte que coûte, mais c'était important. Ça remplissait une sorte de chose en moi, mais ça se vidait, il fallait à nouveau le Mmh. alors qu'aujourd'hui, ben, déjà, en me rendant compte que c'était peut-être lié comme ça à une forme de solitude qui a dû exister, plus jeune, qu'elle soit volontaire ou pas de mon entourage, même si je pense que c'est plus involontaire. Hem, Bah, ça permet déjà de réévaluer son rapport aux autres et d'être moins dans une forme de dépendance Ouais, c'est clair. sociale, plus sociale, pas affective, parce que je me suis toujours sentie aimée et encore maintenant, mais vraiment une dépendance sociale. Le truc de me dire: «Bah, je suis assez entourée là maintenant, c'est bon». Mmh. Et ça, je l'avais pas avant. C'était un truc, c'était un truc, qui était, qui pouvait pas satisfaire, totalement. Ouais. Et donc, bah, voilà, de m'occuper de mon enfant intérieur, de le regarder en face et de comprendre, ça m'a permis de décrypter les blessures et de trouver des moyens, en tout cas, d'en guérir. Ouais. Pour ceux et celles qui sont pas familiers avec le travail de l'enfant intérieur, parce que toi et moi, on comprend ce que ça veut dire, mais est-ce que tu pourrais, si tu es OK, être un peu plus chirurgical dans concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais du temps pour soi? Est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu peignais? Est-ce que tu regardais des photos? Qu'est-ce que tu as fait, tu vois, pour pouvoir arriver à surmonter ces peurs-là? Bah, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc au final, tout se passe quand même dans ma tête. Mmh mh. Après, je me crée des espaces dans lesquels, je peux penser. Parce que assis chez soi, à regarder ses murs et sa déco, tu as vite fait de te lever et de prendre un balai et vouloir nettoyer. Mmh. Du coup, tu brouilles peut-être un peu ton esprit en étant focalisé sur ton ménage. Donc moi, c'est que je me suis créé des espaces, pour finalement faire le point avec moi-même en méditant, en peignant. Clairement, quand Mmh. je peins, il se passe justement, bah, il y a comme ça une sorte de sas qui se crée, dans lequel je peux vraiment faire le point avec moi-même et aller très loin dans la pensée. Je sais aussi qu'à travers le sport, pas toutes les disciplines, mais le fait de courir, heu, Mmh. ça m'aide énormément à avoir de l'espace pour penser, pour réfléchir, pour mettre le doigt sur les choses. Après, j'ai découvert, peu de temps après avoir accouché, la méditation guidée, l'auto-hypnose, donc le Mmh. travailler sur la respiration et de s'emmener légèrement dans une forme de transe pour, Mmh. juste cogiter en fait, sur des choses et aller plus loin. Mais après vraiment moi j'ai le cerveau qui va un peu en arborescence, c'est-à-dire que je vais penser à quelque chose, puis après à autre chose, puis après à autre chose qui va me ramener à autre chose. On connaît. Voilà, donc on surchauffe à chaque fois, mais mine de rien, c'est suffisant pour moi en tout cas pour pouvoir me permettre d'avancer, en fait, c'est comme s'il y avait des dialogues qui se créaient Ouais. à l'intérieur de moi et que Mmh. du coup, je disais A et il y avait une autre partie de moi qui répondait B, une autre qui Mmh. et donc du coup, il y a une forme de discussion bienveillante, en général, qui se met en place à l'intérieur de moi et qui fait qu'en tout cas, à la fin de ça, je suis normalement plus OK avec, mes anciennes blessures ou OK avec, le fait d'admettre qui je suis vraiment, Mmh. heu voilà, je dirais que c'est un peu comme ça que je procède, en tout cas, pour faire le point sur, mon enfant intérieur et certaines blessures ou certains traits de caractère qui ont dû aussi être censurés parfois, quand Ouais. Hem, qu'est comment est-ce que ça a toujours été bienveillant ce discours à l'intérieur ou tu l'as transformé au fur et à mesure? je pense que je l'ai transformé au fur et à mesure. Quand j'étais plus jeune, je devais sûrement, enfin c'était certain, je me suis censurée, mais sûrement parce qu'on m'a censurée avant. De Mmh. mon hypersensibilité, le: «Ah tu pleures pour rien, ah tu triste pour ça», qui s'est transformé à l'adolescence avec du: «Tu t'énerves pour rien, tes conneries». Mmh. Heu, Tu vois, fallait bien qu'à un moment, je puisse faire la paix avec tout ça donc parce qu'en fait, en censurant ça n'aidait pas. Il y avait vraiment une forme de ça bouillonnait puis, ça a développé aussi un peu bah, le corps des fois, il
il va l'exprimer. Donc des espèces un peu de ganglions qui se créent un peu parce que Mmh. tu gardes, tu bouillonnes, tu veux pas, être trop émotif parce qu'on va te voir comme une madeleine ou chiffre molle ou autre et puis en même temps, tu veux pas te mettre en colère parce qu'après là, il y a le toute la charge du black angry enfin angry black woman aussi, tu Ouais. vois? Donc du coup, ni la solution de la censure en tout cas ne convenait pas et donc il fallait aller dans le sens de la bienveillance, en tout cas pour voir déjà où ça allait mener. Au final, le fait de m'exprimer telle que je suis, bah, ça a l'air d'être la meilleure chose à faire en tout cas. C'est clair. Heureusement que tu fais ça, tu nous priverais de trucs de ouf là, franchement. Et non, mais c'est vrai. Et comment, pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'hypersensibilité, comment est-ce que ça se manifestait pour chez toi de manière concrète? Et comment ça se manifestait avant? Et comment ça se manifeste maintenant s'il y a un changement? Hem, alors je dirais que ça s'exprime peut-être de la même manière, mais, Mmh. alors c'était plus spontané quand j'étais plus jeune, c'est normal, tu veux pleurer, tu pleures, quelque chose te touche, bah, tu en as des frissons, c'est ton corps du coup qui l'exprime. Il y a ou des fois il y a une espèce d'inconfort physique où il y a ce besoin de partir, de se déplacer, d'un lieu parce que, il y a des mauvaises vibrations, il y a des personnes qui se disputent par exemple à côté, du Mmh. coup ça me pollue énormément ou, hem par exemple, une mauvaise ambiance entre 2 personnes, pareil, j'avais tendance à le sentir et à avoir l'impression même que tout était ramené, à moi. Donc Mmh. parfois c'était, oui, soit, pleurer, soit me mettre en colère aussi, soit vouloir partir, donc ne plus tenir en place et puis avec, l'âge adulte et maintenant, c'est plus, je suis toujours hypersensible, donc je ressens très fort les choses, mais plutôt que d'aller directement vers la réaction, déjà ça passe dans un sas où c'est Mmh. «analysé» entre guillemets, tu vois? Très vite, s'il y a une situation comme ça où quelqu'un, je sais pas, quelqu'un va me griller la priorité et en plus de ça, va me faire un grand geste, en voiture, bah, plutôt que de tout de suite réagir, je vais me dire: «Attends, il a en tort, il est énervé, moi je suis en voiture avec mon enfant, je vais pas risquer de me disputer ou autre pour ça, next». Et là, Ouais. du coup, bah, ça va, dans la catégorie trash, tu vois? Poubelle, on Mmh. passe à autre chose. Puis si c'est autre chose, un autre événement, bah, c'est, de me dire: «OK, c'est OK si ça te rend triste, c'est normal, accueille. Comment tu peux faire pour aller mieux?» Mmh. en parlant ou en, en peignant ou en créant ou, en allant m'excuser ou ce genre de choses et donc voilà, ce sas, je crois que c'est la création de ce sas qui m'a appris à dealer avec mon hypersensibilité. C'est ce lieu où je m'interroge sur les choses pour savoir si je dois les jeter ou si je dois les embrasser avec, le maximum de bienveillance possible. Après, c'est de la théorie ce que je dis. En Bien sûr. pratique, ça marche, mais pas tout le temps. Bah, ça demande de la pratique pour le coup C'est ça. là, c'est ça, hein? Exactement et après ce qui est, encourageant, c'est que c'est de mieux en mieux. Donc Mmh, exactement, ouais, c'est ça. Ça me fait vraiment penser quand tu l'as décrit le sas là à vice versa, c'est upside oui. down. C'est exactement ça. C'est ce dessin animé là, je sais pas si c'est un dessin animé, mais cette animation, putain, incroyable sur enfin, vraiment je recommande à toute personne qui, sait pas trop ce que c'est que les émotions et sait pas comment ça se crée les traumatismes et les mémoires et cetera. Regardez Vice versa de chez Pixar. C'est extrêmement bien expliqué, c'est très, très clair, enfin et c'est ça, c'est ces espèces de chemins, quoi. OK, donc là, c'est à droite. Là, on fait une redirection. Non, là, on prend ça. C'est fou. Ouais. Non, mais c'est exactement ça et bon après on va se dire: «Ah mais elle est plusieurs dans sa tête», mais je pense qu'on n'est Mais jamais on est, dans sa tête. bien sûr, Faut attendez, juste faire soyons cohabiter tout le monde en paix et c'est puis exact, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en fait, quand on parle du concept de l'enfant intérieur, il y a plein de manières de le voir, mais une des manières, c'est aussi ce dont tu parles, c'est cette idée de voix, en fait, à l'intérieur de toi et donc il y a des voix, il y a des dialogues et il y en a plein des voix et plus il y en a, mieux c'est et la question, c'est la cohabitation. c'est ça. Plutôt que d'essayer d'en mettre une de côté en disant: «Alors toi, tu as pas le droit de parler» et tu sais, en parlant de ça, je me suis rendu compte récemment que cette pensée en arborescence là dont on avait parlé ensemble et c'est ce truc de jamais pour le coup moi m'arrêter de penser, tout le temps être en train de penser. J'étais dans une forme de, combat contre cette partie de moi, contre cette voix Mmh. et j'ai compris, récemment que ça faisait partie de moi aussi. Je peux pas combattre, mon mental alors qu'il est là, il existe, il fait comme il peut, tu vois? C'est ça. Il est là et en fait, c'est normal qu'il soit là et c'est juste de comprendre pourquoi il y a une confrontation. Après c'est encore une fois
je le rationalise, donc on se dit: «Mais ça a l'air facile, mais c'est pas comme ça que ça se déroule à Mmh. l'intérieur». Mais, en fait, j'ai tellement longtemps vécu avec ça, depuis toute petite, depuis aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs. Ça a toujours été très bruyant là-dedans et Mmh. c'est un bruit qui ne me gêne pas parce que c'est un bruit qui est sain. Tout a lieu d'être pensé, Ouais, tout a lieu d'être, réfléchi. Maintenant, si est-ce que ça nous fait tant de mal que ça? Tu vois? Ça dépend des gens. Je sais que vu que moi j'ai établi une sorte d'harmonie à l'intérieur, c'est ça. ça C'est ça, c'est qu'à partir du moment où je pense tu es, en paix et dans l'acceptation et même de l'amour de cette partie de toi, je pense mmh que ça va et tu peux gérer. Quand tu es en mode rejet, 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 mais en fait, la voix, elle se fait de plus en plus forte parce qu'elle dit: «Mais comment ça, j'ai pas le droit d'exister?» exact. Acceptation, quoi. C'est ça, c'est accepter que toutes les parties qui sont à l'intérieur de toi, elles ont le droit, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'être mises en lumière, elles ont besoin d'amour, en fait. Et Mmh encore mh. plus les parties que tu vas rejeter parce que ça t'emmerde, mais parce que on maîtrise pas notre pouvoir au début, c'est ça? Parce que c'est un Ouais, vrai pouvoir, je pense. ouais, totalement. Totalement. Après, je pense que cette censure qu'on se fait, elle vient aussi un peu de ce qu'on a eu comme éducation, Bien sûr. de ce que c'est être une personne normale aussi, enfin, vraiment Mmh. gros guillemets Entre sur le guillemets, c'est normal. clair. Et donc du coup, ben, on se s'auto-juge, systématiquement, en fait. Et j'ai vu à quel point c'était plus nocif qu'autre chose, en fait, d'être C'est dans cette clair. confrontation, systématique. Ouais, c'est clair. Je me permets d'interrompre ce podcast pour te parler du e-carnet initiatique Vibe avec ton enfant intérieur, tome 1. C'est officiel, il est sorti après quasiment 1 an et demi de syndrome de l'imposteur, de tendance trop perfectionniste. Je sors enfin le tome 1 du carnet Vibe avec ton enfant intérieur. Et le but de ce carnet, c'est vraiment de te permettre de réaliser une introspection en toute autonomie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi, tu vas juste suivre les steps que j'ai créés pour toi. Au programme, 4 chapitres, se comprendre, se rencontrer, se connecter et prendre soin. Et à chaque chapitre, je te donne des concepts, des rituels, des exercices d'introspection pour que tu puisses entamer toi-même ce processus de connexion avec ton enfant intérieur et te rendre compte finalement que c'est pas si complexe que ça. Alors bon, bien évidemment, il y a l'introspection un peu deep, tu commences à me connaître, mais c'est vraiment quelque chose d'accessible. Alors, ce carnet, il est disponible bien évidemment sur le site internet. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et une chose essentielle que je veux te partager, c'est que à chaque carnet acheté, j'ai choisi de suspendre un carnet que je vais ensuite offrir à une personne qui est dans le besoin. Alors ça peut être un étudiant, ça peut être une personne en situation de handicap, ça peut être un demandeur d'emploi. Bref, si tu souhaites bénéficier du carnet mais que tu n'as pas 33 euros, parce que oui c'est le prix du carnet, que tu n'as pas 33 euros à dépenser, parce que les temps sont durs ou peu importe la raison, dans ce cas-là, sur le site internet, tu peux me contacter directement et comme je te l'ai dit, à chaque carnet acheté, un autre est offert. C'est comme ça la solidarité et l'idée c'est vraiment de créer un cercle vertueux d'enfants intérieurs qui se guérissent et qui se partagent l'abondance entre nous, c'est vraiment essentiel. Donc rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur.world et va directement acheter ton carnet initiatique pour toi, pour ton enfant intérieur et également pour l'enfant intérieur que tu vas soigner et que tu vas guérir en offrant un carnet suspendu. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci pour ton attention et on retourne à l'épisode. Là, j'aimerais parler un petit peu de culture. Bon, c'est un podcast audio, donc les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas forcément de quelle origine tu es, mais j'aimerais savoir finalement quel est ton rapport avec ta double culture, si tu considères que tu en as une ou peut-être plus, enfant en fait, le fait d'être en France et être issu de l'immigration. Comment est-ce que ton enfant intérieur a vécu ça et comment toi tu l'as vécu? Ben, du coup, c'est très, très bonne question. Je vais essayer de réfléchir en répondant. Ouais, bien sûr. Mais, très tôt, mes parents enfin très tôt, ouais, mes parents m'ont quand même emmenée au Sénégal, parce que Mmh. beaucoup viennent du Sénégal, de l'est du Sénégal. Assez tôt, je devais avoir, 4-5 ans. Mmh. J'ai des vagues souvenirs. Le souvenir que j'ai de là-bas, en tout cas, c'est que j'étais et ça n'a pas changé. Je pense que ça a joué aussi dans ma quête comme ça, dans mon cheminement avec l'enfant intérieur, très aimée. Là-bas, j'ai Mmh. senti vraiment cet amour qui pèse sur moi, là-bas, sûrement parce que c'est aussi, l'amour qu'on porte à mes parents et que Mmh. ça arrive, une mini version de mes parents aussi. Donc j'ai souvenir d'un lieu où je suis très aimée quand ici, petite, je le sens pas forcément, de la même Mmh. manière, d'une manière aussi universelle, Waouh! hem, parce que,
là-bas au pays, quand je suis en vacances, c'est: «Oh la petite poupée», en plus, j'étais le sosie de ma mère, donc il y a toujours un truc un peu fascinant quand un enfant ressemble trait pour trait à ses parents Mmh. ses parents. Heu, alors qu'ici, bah, j'avais grandi, enfin, j'avais passé les premières années de ma vie dans le 11e. C'était très bourgeois à l'époque quand même. Ça se voulait, populaire, mais c'était quand même assez bourgeois, donc je dénotais avec le reste, des personnes de l'école, du voisinage. Donc où tu sens que, ben, soit tu es invisible et en fait, faut pas négliger le fait d'être invisible, c'est aussi douloureux que des fois d'être un peu, mis à l'écart, enfin, Complètement. vu et pas aimé. Hem, cette impression aussi d'être moquée parce que aussi j'étais enfin, je venais d'un établissement qui était majoritairement blanc et donc D'accord. bah, tu fais face, clairement au racisme. Enfin, quand on te fait des remarques par rapport à ta couleur de peau ou à l'état de tes cheveux ou à ta coiffure ou ce genre de choses, ça a pas d'autre nom que ça. Mmh, c'est clair. Donc puis aussi un décalage au niveau de la classe sociale où on était dans un établissement et dans un quartier où les gens avaient de très bons revenus, donc c'est pas la même vie, c'est pas la même manière de voir les choses. J'étais très réservée et donc ça aussi, ça aide pas à être, si tu veux, bien entourée, et puis j'ai aussi connu, bah, on va dire, oui, des formes de maltraitance du corps enseignant, on va dire, dans ce coin-là, donc ça fait beaucoup, je pense, pour un enfant sans, Ça fait j'allais dire beaucoup. sans faire l'enfant traumatisé, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Bien sûr, bien sûr. Parce que clairement, moi, c'est aujourd'hui, en tant que mère, il se passe la moitié de ce que je raconte là à mon enfant, j'appellerais ça trauma au maximum. C'est clair. Donc c'était plutôt ça ici. Quand au pays, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de liberté, très chouchouté aussi. Et puis, j'ai eu, une grosse partie de la famille de mes parents qui était au Sénégal. Donc vraiment, D'accord. j'ai grandi avec ce truc de il y a une partie de moi, grosse partie, la partie importante, qui est au pays. Parce que mes grands-parents étaient là-bas, mes cousins et cousines directs, c'est-à-dire qui portaient le même nom de famille que moi, étaient là-bas. Quand ici, j'avais, les enfants des cousins de mes parents. Donc on a Mmh, d'accord, OK. ils ont d'autres cousins de l'autre côté, donc ça crée des fois une certaine distance. Donc j'avais en tout cas l'impression de, quoi qu'il en soit, que j'avais un refuge. Mmh. Je pense que ça m'a aidée, cette double culture, en tout cas, m'a aidée, comme ça à me sentir, avec une sorte de boussole. Ouais, c'est Et clair. ouais. Et du coup, tu y es retournée depuis? C'était quoi? Tu es allée, de manière Je suis allée fréquente au Sénégal? c'est marrant parce que je suis allée, à des étapes clés, de ma vie. Je suis allée, donc enfant, en bas âge, je suis allée ado aussi, Mmh. quand tu es, là, c'était autre chose, c'était une autre je l'ai vécu différemment, mais j'y suis allée ado, j'y suis allée adulte aussi, heu, Mmh. mais adulte encore en construction, Mmh. c'est-à-dire tu te construis professionnellement, tu te construis socialement et tout, et puis bientôt, j'irai là en tant que maman, en tant que femme, j'irai pas jusqu'à dire accomplie parce que j'ai encore trop de trucs dans ma to-do list, qui sait qui elle est clairement. Ouais, Donc waouh, à ouais, voir comment je vais le vivre, sachant que, j'ai beaucoup espoir que cette fois ça se passe, de manière plus alignée. bien sûr. Mmh. À partir du moment où tu as aligné l'intérieur, a priori, ça suit quoi, le chemin se trace. Ouais, 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 et puis après bon, bah, du coup aussi, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et donc j'ai beaucoup suivi l'itinéraire, des parents. On va là, D'accord. là, puis on va voir un tel. Là, c'est moi Ah! c'est Ah moi le oui, parent donc c'est une vraie étape quand tu ouais, tu pas né dans ton pays d'origine ou que tu, y es né, mais que tu es venu très longtemps après en Occident ou dans un autre pays, et que tu y retournes pour la première fois en tant qu'adulte qui décide, donc qui fait son truc. C'est encore c'est un autre baptême, c'est une renaissance de en fait, c'est c'est ça. mon pays aussi, c'est pas le pays de mes parents, c'est mon pays. Donc si j'organise ma vie, tu vois? Et c'est vraiment, une sensation très particulière que de pouvoir vivre cette expérience-là après avoir été, ouais, en effet, ballottée de: «On va d'abord chez un oncle» et en fait, tu vois rien vraiment du pays, tu vois juste la famille. Exactement, tu vois la famille, tu vois la route et tu te dis: C'est «OK». ça, c'est ça. Tu Et même quand j'y suis allée à l'âge adulte, j'avais 30 ans, bien sûr, j'étais, bah, sur la fin, je me suis tapé mon road trip, du coup, j'ai pu voir, du pays, mais avant ça, le calendrier, il était encore enfin, l'agenda était encore assez familial et là, mmh, c'est d'y aller.
en tant que mère, en tant que professionnelle et comment aussi je déconstruis cette manière de retourner au pays. Parce que là, le lien, il est encore plus éloigné entre ma fille et lui, tu Mmh. vois? Là, moi, c'était, heu, très, très, très ancré, dès qu'il fallait voir un oncle ou une grand-mère en photo, bah, ils étaient déjà, c'était les photos d'eux là-bas. Elle, ses oncles, tantes, grands-parents, ils sont là. Donc du coup, Mmh. comment je peux faire en sorte qu'elle a un lien très puissant avec, la terre, là-bas, heu, tout en étant le parent, c'est-à-dire en dirigeant quand même aussi Bien sûr. le séjour, tu vois? Mais il y a une forme de déconstruction qui va se faire et je pense que dans l'idée de renaissance, il y a cette notion de déconstruction qui est induite aussi. Mmh. Comment du coup, tu arrivais à naviguer entre ces 2 univers-là? Même si tu pas allé de manière régulière forcément au Sénégal, mais tu sentais que, OK, d'un côté, je suis totalement acceptée, je suis chérie, je suis honorée, je suis célébrée as I should, et en France, même le corps enseignant peut avoir des tendances à des, comment on appelle ça? On appelle ça de la maltraitance éducative, tu vois? Finalement, c'est ça, hein, et les ça veut pas dire que c'est fait de manière volontaire ou consciente, mais par contre, bah, quand tu as des biais, enfin moi je trouve ça ouf que les professeurs, le corps professoral ne soit pas, formés aux biais cognitifs, à des choses comme ça, aux stéréotypes. C'est pas de leur faute, mais je me dis: «Mais putain, mais mettez ça dans leur curriculum, quoi». C'est quoi Ouais, enfin, vous totalement et puis après, il y a c'est, aussi, bah, après là, on rentre dans des notions d'adultisme aussi où ce truc un peu, on est adulte, on est un peu tout permis, sur mmh, l'enfant et donc tu ajoutes à ça, bah, tous les biais et là, du coup, tu as un cocktail explosif et c'est clair. tu l'enseignant de la mort qui peut qui peut te mettre des traumas, et puis en plus, ils sont érigés aussi en figure d'autorité, C'est clair. donc il y a aussi ce truc-là. Puis moi, je suis issue d'une génération de parents qui ont vraiment fait confiance, en Mmh, l'éducation nationale. Type, voilà, je laisse mon enfant à l'école, je sais qu'il reviendra en ayant appris des choses. Les adultes sont comme des parents. Ben, en fait, non, mmh, et donc tu dis rien. Tu vis aussi ces choses-là et tu mmh. dis rien donc comment j'ai vécu, je sais plus quelle était ta question du coup, Je sais plus non plus, mais tu dis rien, du coup, ouais, comment tu gérais ça, en fait? C'est parce que tu subissais des choses, et quand on utilise les termes subir, violence, et cetera, juste pour clarifier, pour tout le monde, c'est pas parce qu'il y a pas des effusions de sang que c'est pas, violent. C'est pas parce que, on vous a pas frappé à l'école, et là, pour le coup, toutes les personnes qui sont en France doivent se dire: «Non mais attendez, jamais on frappe les enfants. Allez au Cameroun 2 secondes, vous allez voir comment on traite certains enfants, s'il Moi, vous plaît». je suis pas bien vieille, mais fin des années début des années 90, j'ai assisté à une fessée déculottée d'un élève, en Ah maternelle. ouais? Ouais, 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 Paris, hein, Paris, 11e, tu Oh vois? my God! OK, Ouais, donc bon, voilà. ouais. Moi, je suis extrêmement choquée, et je suis choquée que ça ne choque pas plus de personnes parce que tout le Mmh. monde nous dit: «Non, mais chez nous, on a été éduqués comme ça. Oh, une baffe», même en France, tu vois? Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Transmettre, et il parle du fait que la France est un des seuls pays qui a pas signé, je sais pas plus quel accord pour la protection, des enfants. Enfin, je me dis: «Mais what? Ça vous coûte quoi d'instaurer, une loi pour protéger les enfants des violences?» Ouais. Ah oui, non, non, mais moi, clairement, j'ai assisté à des, scènes de bagarre en classe où le prof regarde les 2 élèves se battre, jusqu'à ce que, pas mort s'en suive, mais jusqu'à ce que, bah, ils s'affaiblissent, tu vois, l'un l'autre. Parce qu'il y en a un dans les qui a peut-être des troubles un peu de l'autisme et que l'autre, ben, il se défend avec ce qu'il a comme niveau Mmh. de compréhension. On parle de choses, donc là, CCDQET, c'était maternelle et là, je te parle d'un truc qui se passe en primaire, donc on parle d'enfants très Putain. jeunes. Ouais. Ouais et puis pareil, même au collège, ça se poursuit, des bagarres entre élèves qui se déroulent et le prof, regarde jusqu'à ce que ça se calme. Enfin, tu sais, tu peux aussi appeler quelqu'un, pour séparer, Mmh mh. quelque chose qui te fait peur. Enfin, tu vois? Donc des formes de violence, des remarques, des phrases très dures, d'instituteurs ou institutrices, qui sont envoyées comme ça ou des profs qui sont réputés des instituteurs qui sont réputés pour donner des coups de pied aux élèves. Enfin, ça a été très normalisé et là, Oh pour my le coup, God. je peux parler vraiment de parce que pour le coup, j'ai été donc dans le 11e chez les bourgeois, plutôt bobos, je sais pas trop où les placer, mais je parle aussi du 93, Mmh. Aubervilliers, mais je parle aussi du 92, sud, donc qui est assez riche et où plutôt cosmopolite, donc c'est, ça s'infiltre partout si tu veux, cette violence Ouais. éducative, ordinaire.
C'est ça, c'est une violence ordinaire qui laisse après des traumas et on n'ose même plus dire que finalement on a subi des traumas parce qu'on se dit oui mais c'est pas non en fait ça a un impact et quand on est enfant que quelqu'un t'humilie ou que tu te sens en insécurité face à une figure d'autorité qui est censée en plus quand tu parlais de tes parents le fait que oui ils t'envoient à l'école ils ont confiance mais il y a aussi la dimension on va à l'école chez les blancs chez les français quand même hein. Donc il y a un truc même si c'est inconscient il y a quand même ce truc de c'est quand même mais en fait bon oui il y a une forme de qualité et, hein, mais ça ne veut pas dire que les enfants vont être mieux traités, encore plus quand ils ont une différence qui est visible pour le coup, Ouais. et que les adultes ne sont pas entraînés à avoir conscience de leurs propres Mmh. biais. Bien, totalement. Donc, Totalement. Faut survivre et se reconstruire, dans tout ça et je pense que pour ma part, en tout cas, le fait de discuter à l'intérieur de moi et d'être créative et d'écouter ma créativité, ça m'aura permis de survivre à tout ça, de regarder, de faire le point, hein, sur ces traumas mmh, et et d'en guérir, aussi, tu vois? Ça reste là, je reviens dessus, mais c'est pas la douleur n'est pas vive, mmh, tu vois? C'est plus mmh. pour moi des outils pour comprendre certains mécanismes chez moi et surtout pour être le parent qui va éviter que ça n'arrive à son enfant, mais aussi à tous les autres enfants, C'est tu vois? clair, Donc c'est clair, c'est clair. On peut parler un petit peu de ta famille. T'as combien de frères et sœurs pour que les gens puissent se situer? Parce faut savoir quand même que quand on a une place dans une famille, dans la fratrie, ça a un impact hein, sur plein de choses. ouais, Donc toi, t'es placé. Enfin, est-ce que tu as des frères et sœurs et où est-ce que tu es placé? ça va peut-être te faire, rire parce que mais tu sauras que je me forge dans l'adversité ou dans la contradiction. Mmh. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, on est 5, donc je suis la plus grande. J'ai mon frère qui est né juste après moi, donc on a 1 an et 2 mois d'écart et il y Mmh. en a un autre qui est né quand j'étais au CP, OK. donc Oui, donc toujours quand enfant intérieur, toujours? c'est ça et puis un autre, qui est né quand j'étais ado, au collège, qui, maintenant a 20 ans et puis une dernière petite sœur, on a pile 20 ans d'écart. D'accord, OK. Et donc du coup, aîné d'une famille, donc tu as 3 3 frères frères et et une 1 une sœur. sœur. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'a enlevé? Enfin, en tout cas, c'était quoi la relation avec ta place d'aîné? Donc on précise quand même, être aîné dans une famille, généralement le premier enfant, voilà. Dans une famille en plus africaine, voilà. En plus, tu une fille, donc t'es pas un garçon, donc voilà. Qu'est-ce que ça t'a c'était quoi cette position de l'aîné là? Comment tu Je l'as vais vécu? essayer je vais essayer de comment dire? De donner mon point de vue, de l'époque. C'est-à-dire que quand Ouais. j'étais petite, j'avais l'impression que c'était, plus, bah, une tannée en fait. C'est Mmh. tu es le 3e parent. Déjà, faut Mmh. pas échapper à ce cliché-là de l'enfant aîné, 3e parent, avec un frère très proche, d'âge, qui en fait, aurait pu finalement être considéré comme mon jumeau, type, voilà, vous êtes, tous les 2 à peu près en âge proche, vous pouvez, on attend de vous un même niveau de responsabilité, sauf que c'était pas le cas. On Mmh. attendait un niveau de responsabilité plus élevé venant de moi. Donc bah, il y a cette notion de responsabilité qui t'est imposée. Hem, En tant que après j'ai aussi en même temps, en plus de cette responsabilité, il y avait une grosse confiance. Donc du Mmh. coup, j'ai l'impression d'avoir pu quand même tirer les points positifs et parfois négatifs du fait d'être l'aîné. Donc c'est aussi, une charge mentale qui s'impose, surtout aussi en tant que fille, en tant que future femme, issue d'une famille africaine. On attend de toi quand même que, tu aies un certain niveau de débrouillardise, Mmh. tout ce qui est tâches, ménagères. Mais ma mère, tenait vraiment à ce que mes frères soient tout aussi impliqués dans les tâches, domestiques. Donc on avait du travail qui était réparti. Donc en fait, j'ai peut-être pas subi vraiment l'injustice que c'est que d'être une fille aînée avec Mmh. un petit frère derrière. Parce que je les voyais travailler tout autant que moi Mmh. pour, rendre la maison clean, pour prendre soin des affaires. Enfin, je me retrouvais pas à repasser les fringues de mes frères quand ils se prélassaient, quoi. Ouais. Donc j'ai eu ça. Après, je pense que le bon écart d'âge a fait aussi que après le deuxième petit frère, j'ai pu les laisser s'occuper les uns des autres. Mmh. Donc ça veut dire que j'étais plus trop, à devoir coller, mon dernier petit frère, donc mon troisième petit frère et ma petite sœur, parce que ceux qui étaient après moi étaient en âge de pouvoir le faire. Donc ça OK. aussi, ça donc je pense que mine de rien,
je le prends avec philosophie peut-être maintenant, peut-être que Mmh. plus jeune, je devais être en mode, c'est la fin de ma vie. Mais franchement, à part celui qui est juste après moi, qui m'a donné du fil à retordre, mais c'est normal, on était proches d'âge et quand il pouvait tester le fait de quand il voulait tester mon autorité, voilà, bon, il se mettait à contester. Mais aujourd'hui, on a une, très, très bonne entente. Mais c'est une composante de ma personnalité parce que même si je renie ce côté-là, j'ai un côté où je peut-être materne et où j'ai un côté où je manage, où j'accompagne et en même temps, j'ai un côté très indépendant et très autonome. Heu, Puis justement, le fait d'être une fille, ben, ça m'a permis de très rapidement aussi être OK avec, le côté masculin de ma personnalité aussi, Mmh. pour justement montrer à mon père qu'en fait, ça change rien que tu aies une fille ou un garçon et Mmh. qu'aujourd'hui, de toute façon, les choses font qu'aujourd'hui les parents sont obligés de s'incliner devant la puissance et compter Alors! sur moi, compter sur moi comme on compte sur un garçon, quoi. Bien sûr. De faire des courses, de réparer des trucs, de régler des problèmes de plomberie quand les 3 y sont passés, qu'il y en a aucun qui a réussi à déboucher l'évier, tu vois? Heu, donc je me suis bien forgée et en vrai, j'échangerais ma place pour rien au monde. Mmh. Et Est-ce que tu as oui? Et puis, je suis, je pense que je suis tellement à l'aise avec mon rôle d'aînée que même dans mes relations avec mes frères et sœurs, c'est quelque chose que je mets totalement de côté. Tu vois? Je suis pas Mmh. leur sœur aînée, je suis juste leur sœur. D'accord. Ouais. Est-ce que tu parce que tu as parlé tout à l'heure de la pression, genre tu as dit une phrase très belle, genre, en fait, les parents, ils sont obligés de s'incliner devant la puissance. Je trouve ça extrêmement puissant. J'adore. Mais est-ce que du coup, tu as senti qu'il y avait une pression de la part de ton p tu sentais qu'il y avait une attente de la part de ton père? Ce Bah, que tu as mentionné un petit peu? les seules attentes que j'ai senties d'eux, vis-à-vis de moi, c'était surtout le fait d'être, d'être là pour eux. Tu vois? Vraiment ce Mmh. truc de: «J'ai besoin d'un truc, je suis bloquée quelque part, Sally va m'aider à trouver la solution. Mmh. Je Je peux pas gérer ça. Sally, elle trouvera les ressources, elle a les ressources en elle. Donc, si tu veux, c'était une forme de pression, de poids, type, quand je suis pas là, la terre, elle arrête de tourner. Mmh. Même très tôt, j'avais l'impression que les choses ne pouvaient pas avancer si j'étais pas là. Mais en même temps, ça a nourri mon ego, tu vois? Ça a Mmh. nourri mon ego parce que, bah, tu te sens indispensable, en même temps, tu arrives à trouver une solution Mmh. venir à tes fins et puis tu vois dans le regard de tes parents, dans leurs mots, que tu leur as tiré une épine du pied pour tel ou tel truc et puis j'ai eu la chance aussi, d'avoir des parents reconnaissants de ce que j'ai pu fournir comme travail. Donc si tu veux, dans mon rôle d'aînée, en tout cas, j'ai senti que j'étais, indispensable, incontournable et un peu la sauveuse, même pour dépanner les petits frères et les petites sœurs. J'ai plus voulu regarder ce côté-là que le côté, «Ah, on compte beaucoup sur moi». OK. Donc et après pour ce qui, ce qui concernait ma vie perso, ma vie pro, mon cheminement pro, le fait d'aimer l'art et de le pratiquer, en fait, je pense que comme je leur avais prouvé que j'étais quelqu'un de fiable, enfin, je leur ai Mmh. non, naturellement, en faisant ce que je devais faire, heu, je me suis révélée être un élément fiable pour eux. Ils se sont jamais, Mmh. inquiétés pour mes choix pro, mes choix artistiques, parce qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait un élément, omniprésent dans ma façon de faire, c'était, ben, le fait de travailler et de persévérer. Mmh. Donc Ouais. et puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu aussi un espèce de donnant-donnant où, ils ont beaucoup investi en moi aussi, que ce soit en termes de, je sais pas, d'espace, de liberté, même s'ils étaient protecteurs et ils ont charbonné pour me financer mes études aussi, à un moment où il y avait déjà les 4 qui étaient déjà là. Mmh. Ils ont fait des boulots, des heures su enfin des boulots de nuit pour mon père, des heures sup, pour me payer mes études et tout et parce qu'en fait, ils croyaient en moi et donc ils ont jamais douté, même quand je venais avec des bulletins où les maths, c'était pas trop ça, mais que pour le reste, c'était bon. Bah, tant qu'ils voyaient que leur fille était agréable et qu'elle savait où elle voulait aller, Mmh. pas senti, ce que je dois devenir plus tard comme adulte, c'est pas quelque chose, ils ont pas d'attente sur ça. Mmh. Eux, ils avaient des attentes au jour le jour: «Est-ce que tu peux me dépanner pour ça? Est-ce que tu peux Ouais. remplir ce papier?» Et je pense que j'ai été portée par cette, confiance et cette liberté. Waouh, c'est trop beau. Mmh. Franchement, c'est grave beau. Super. Après, bon, moi, du coup, ça me fait quand même remettre en question ce statut d'aîné Ah bah, mais je trouve que quand même,
Ils ont pas trop mal raté le boulot, quoi. Mais voilà, il y a des trucs que je renie, hein. Quand je suis au Mais bien boulot, sûr, je suis bien la sûr. nana, tu vois, je suis pas la nana qui va s'occuper de tout le monde, Mmh. celle qui va aider tout le monde, celle qui va donner des conseils à tout le monde, qui va diriger. Je me bats pas pour avoir un leadership, tu vois? Parce Mmh. que sûrement parce que j'en ai déjà un en vrai, Mmh. d'ailleurs, et sûrement parce que j'en vois aussi les côtés négatifs et que c'est bon, j'ai déjà donné dans ça et après aussi, bah, le revers de la médaille, c'est que si tu renvoies cette image auprès des autres, ben, ils vont beaucoup compter sur toi C'est et clair, beaucoup. c'est clair. Mmh. Et on a déjà beaucoup apporté en tant que femme noire. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout en plus, encore plus en tant que femme noire, maman, artiste, bref. Est-ce que du coup, avec ce travail sur l'enfant intérieur, tu arrives à voir, l'enfant intérieur de tes parents? Ouais, au moment où j'ai commencé un peu à m'interroger sur eux parce que je me sentais vraiment devenir adulte et que du coup je les voyais alors j'ai pas envie de dire que je les voyais plus comme mes parents, je les voyais plus uniquement comme des parents, mais aussi comme Mmh. des adultes. J'ai commencé à regarder un peu, l'enfant intérieur, les enfants intérieurs qui pouvaient être et en fait ce qui m'a fait sourire, c'est que, ben, c'est des composantes de l'enfant intérieur que je suis en fait. Ouais, bien sûr, Donc du coup, c'est vachement rigolo. bien sûr. Et puis, bah, c'est quelque chose que je prends, avec, beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de philosophie, plutôt qu'être dans le truc de: «C'est à cause de vous que je suis comme ça». Mmh. Et ça me permet déjà plus de les décoder et puis ça me permet plus moi de me décoder et puis ça crée un attachement encore plus fort, heu, que j'ai envers eux déjà. Ouais. Putain, j'aimerais trop, arriver dans une, réalité, parallèle où en fait tu peux, genre, aller jouer avec les enfants intérieurs de tes parents. C'est Ouais, et toi, en tant qu'enfant, tu imagines le truc de ouf? Le ouais, le niveau de guérison, d'amour qui peut se produire, et je m'interroge vachement sur, parce que je pense que je vais proposer des trucs pour les familles parce que je pense qu'il y a quelque chose à créer, en fait. Imagine, tu es avec tes parents ou avec ton conjoint et tu as des enfants et vous pouvez tous vous retrouver autour du jeu, ouais. autour de cette idée d'enfant intérieur, de vous montrer à ce niveau-là, enfin, ça doit être incroyable et puissant ce que ça peut provoquer, quoi, Mmh. dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'une entreprise aussi, bien évidemment, Ouais, mais dans le c'est cadre d'une vraiment une famille. très bonne idée, hein. Ouais. Bah, écoute, moi, je t'encourage, hein. Si tu cherchais à faire moins de choses, tu es pas au bon endroit. Ah, je suis pas au bon endroit, Au gars. contraire. Surtout avec toi, là, tu vas m'encourager sur tout. Donc dès que je vais te dire un truc, bah, vas-y, go, c'est super. Non, c'est super. Non, non, mais là, totalement, je vais déjà en parler ailleurs, je vais faire ta pub. Non, c'est vraiment une très belle chose et je pense que c'est une bonne manière aussi de recréer du dialogue entre les gens, tu C'est vois? clair, Mmh. c'est clair. Complètement. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. J'aimerais te poser encore quelques questions sur ton enfant intérieur. Est-ce que tu as identifié quels étaient, les langages ou les langages de l'amour de ton enfant intérieur? Comment est-ce que Sally, elle se sent aimée? Comment tu lui donnes de l'amour? Avec les mots, Mmh. avec les mots. Je pense que c'est ça, c'est les mots que je me dis, les mots qu'on me dit, les mots que je dis aux autres aussi et ouais, je pense que ouais, clairement, c'est avec ça et les mots, bah, j'adore écrire, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Mmh. J'ai écrit des histoires, des fictions. J'aime lire, les messages que mes parents essayent de m'écrire, avec leur connaissance du smartphone. J'aime lire les messages de mes proches, les messages positifs. Je les relis énormément. Je les écoute aussi et Mmh. je pense que c'est ça mon love language. I love this. Trop cool. Trop, trop cool. Dernière question de ce podcast, j'aimerais savoir ce que ton enfant intérieur t'a appris récemment sur toi? Je pense que ce que j'ai appris, c'est que j'étais, libre. Mmh. Je pense que partout où j'ai été, partout où j'ai navigué, j'ai toujours en fait été motivée par cet élan de liberté. Heu Yes. et que malheureusement ou heureusement, cette liberté, elle m'a toujours coûté. Il y a toujours eu une bataille, une confrontation avant d'obtenir cette liberté, mais je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise. Le côté un peu, j'ai envie de faire quelque chose, je m'en donne le droit. Heureusement que je ne suis pas une psychopathe, mais voilà, je me crée un schéma de vie, je veux me créer un métier. Quand tout le monde choisissait des filières, dans mon entourage, des filières assez classiques, assez, secure, bah, Ouais. moi j'écoutais juste ce que j'avais envie de faire et ce qui me passionnait. Donc ça m'a valu parfois, bah, de galérer, de payer des études, chères, par exemple, Mmh. ou mais
ça m'aura emmenée vers, là où je suis actuellement, tu vois? Yes. Le fameux groupe d'amis qu'on décide de quitter un moment parce qu'on a envie d'explorer ailleurs, bah, ça mène au clash avec tes amis avant qu'ils Ouais. comprennent que ça fait partie de toi et que ça veut pas dire que tu es une lâcheuse pour autant. Ça t'enrichit, ça te permet de t'enrichir d'autres expériences à l'extérieur, mais de revenir à ta base. Parce que tu sais que ces amis-là, ce groupe que tu quittes de temps en temps, bah, tu les c'est pas pour autant que tu tiens pas à eux et qu'ils te servent pas de boussole. Ouais. Pareil, le fait de faire le choix de vivre, une grosse partie de mon art et de tendre vers de me tourner vers un métier créatif, bah, ça a amené à la difficulté parfois d'avoir, bah, un mode de vie précaire. Mmh. Mais aujourd'hui, eh bah, je savoure, j'en goûte les fruits donc c'est vrai que ouais, l'enfant intérieur, il m'aura appris que j'aime être libre de faire ce que je veux, même s'il faut mettre les mains dans le cambouis d'abord. Yes, we love this. Et dernière question, parce que c'est trop juicy, mais j'aimerais que tu si tu des et si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont envie de faire ce travail de reconnexion avec leur enfant intérieur, mais qui savent pas par où commencer, par quoi faire, qu'est-ce que tu leur dirais? Normalement, il y a déjà des pistes qui se présentent à nous de savoir comment faire pour aller mieux. Est-ce que je dois voir quelqu'un? Est-ce que je dois créer? Est-ce que je dois danser? Est-ce que je dois me mettre à chanter? Est-ce que je dois me mettre à pratiquer un sport alors que j'ai 40 ans? Mmh. Déjà, il y a déjà souvent un bribe de réponse qui est à l'intérieur, mais on se censure. Donc je dirais qu'il faut commencer par s'écouter, ne pas se juger dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire d'aller voir un psy ou autre, une hypnothérapeute ou une naturopathe ou autre. Il faut y aller et surtout, être gentil avec soi. Mmh. C'est simple comme mot, mais on essaye d'être gentil avec les autres. On aime qu'on nous caractérise de personnes gentilles, mais je pense qu'il faut être d'abord, avant tout, gentil avec soi. C'est clair. Et ça, se dire: «OK, c'est bon, c'est possible, c'est normal». Il y a pas de honte à avoir, OK, de se confronter à quelque chose, qui nous fait peur, qui nous met dans une forme d'insécurité, de méconnaissance. On est là pour apprendre et c'est OK, en fait. Il y a pas de Mmh. donc d'être gentil avec soi, c'est d'où la gentillesse. Yes, c'est d'où la gentillesse. Merci beaucoup, 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 Sally, pour cette douceur, justement. Vraiment, genre, I'm in love. I'm in love. I love it. Non, sérieux. Non, c'est cool, c'est super apaisant. Merci infiniment de t'être prêté au jeu, d'avoir ouvert les portes de ta carte intérieure, de ton univers intérieur, et de nous avoir présenté cette petite fille qui est toi aussi, quoi. C'est top, franchement. Est-ce qu'il y a de l'actualité pour toi? Je sais pas quand est-ce que que podcast sortira, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver 2022, 2020, 2023-ish? C'est quoi? Heu, mes projets se créent tellement au jour le jour. Ouais, Il y aura des écrits, ouais. voilà, c'est ce que je peux dire et justement peut-être de quoi aider aussi les enfants intérieurs des uns et des autres, Yes, à travers la créativité, par le fait de yes. créer. C'est important pour moi d'accompagner les gens dans un processus de création, mais vraiment bienveillant. Donc il y aura Mmh. ça, pas sous forme d'atelier parce que je rends mon atelier. Peut-être que quand le podcast il va sortir, j'aurai un À nouvel notre atelier. atelier, on manifeste, on Je manifeste manifeste. à fond, Mmh. mais en dehors de ça, ça m'empêchera pas d'être présente, pour les gens d'une certaine manière, donc à travers des écrits, pour développer sa créativité et puis, bah, je continue à pratiquer mon art et qui sait, 2022-2023, pourquoi pas la première expo solo de Sally? Ce serait bien, non? We love non, mais On ça serait pas manifeste bien, on aussi veut ça, on veut ça. une expo, ouais, ce serait bien, Ouais, OK, moi je non? valide, c'est bon, c'est dans les pipes. On a validé. Top. En tout cas, merci infiniment, Sally. Je mettrai toutes les informations de Sally dans la barre d'infos si vous souhaitez bah, la suivre tout simplement, voir ce qu'elle fait. Elle fait des créations absolument incroyables. C'est le feu. Non, mais c'est vrai. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Bien évidemment, vous pouvez suivre le compte Vibe avec ton enfant intérieur sur Instagram et sur TikTok. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous savez où me trouver. J'en ai même la voix enrouée. Donc je vous dis à très vite et à très vite. Bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe